Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce 9e épisode du balado 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Plan B à Rawdon. Cette semaine, je reviens sur les 2 derniers week-ends de course dans la série IndyCar, 2 courses en Iowa et une course, la seule qui est à l'extérieur des États-Unis pour la NTT IndyCar Series, chez nous au Canada, à Toronto. Moi, j'ai eu la chance de passer le dernier week-end. C'est une séquence assez éreintante pour tout le monde à partir de cette course que la dernière que j'ai eu la chance d'assister avant cette fin de semaine, c'était à Mid-Ohio. Mais c'est 5 courses en l'espace de 4 semaines. Il en reste une la semaine prochaine à Laguna Seca. Mais il y avait un programme double en Iowa. Je n'aurais pas la chance de faire le tour de tout ce qui s'est passé pendant cette grosse fin de semaine dans le milieu de nulle part en Iowa, parce qu'il y a beaucoup de contenu cette semaine par rapport à ce qui s'est passé à Toronto. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entrevues. Ça a été une fin de semaine formidable. Donc, on va se garder du temps pour revenir sur ce qui s'est passé au Canada lors du dernier week-end de course dans la série IndyCar. Premièrement, en Iowa, j'en ai parlé. C'était une fin de semaine de programme double et on le sait, Alex Palou est sur une séquence, encore une fois, n'avait pas gagné la course à cause qu'il avait fait une erreur du côté de Mid-Ohio. C'était son coéquipier Scott Dixon qui avait signé la victoire. Mais on le sait, les circuits ovales, ce n'est pas sa force. Il a gagné sa première course en carrière sur circuit ovale du côté des 500 000 d'Indianapolis au mois de mai. Mais on s'attendait à savoir si c'était la fin de semaine où ce que l'écurie Penske pouvait enfin sortir un lapin de son chapeau et revenir à ce qu'ils sont capables de faire. Ça n'a pas été le cas nécessairement, mais il y a eu une certaine progression et c'est ça qui était surtout satisfaisant. Premièrement, dans la course du samedi, c'était 2 courses de 275 tours, une samedi en toute fin d'après-midi et une plus vers l'heure du dîner le dimanche. Mais la course de samedi, c'est Patricio Howard qui devient le premier pilote cette année à gagner avec un moteur Chevrolet. Ça a été une domination d'Honda depuis le début de la saison, mais Pato Howard, le pilote mexicain qui va chercher la victoire, mais c'est de la façon dont il le fait. Pato Howard, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu un moment où il a décidé de s'arrêter. Dans un épisode passé, je vous ai déjà parlé de l'undercut et l'overcut. L'undercut, c'est quand tu t'arrêtes avant le pilote avec qui tu es en course pour espérer sortir en avant, ou l'overcut, tu t'arrêtes après. Ce qui est arrivé, c'est que Joseph Newgarden, qui a mené beaucoup de cours dans cette course, pour vous donner un compte 232 de 275 tours, et Pato Howard s'est arrêté un tour après lui et est ressorti avant le pilote de chez Penske. Donc, première victoire cette année pour Pato Howard, sa 8e en carrière du côté de l'Iowa. 8e en carrière au total et en Iowa cette fin de semaine-là. Devant Joseph Newgarden, ça c'est un pilote chez Penske. La bonne nouvelle, c'est que oui, 232 tours menés, normalement tu t'assures probablement de la victoire, mais là ça n'a pas été le cas, mais terminé 2e. Avec la saison que Newgarden connaît, je suis certain qu'il était quand même satisfaisant. Son coéquipier Will Power termine 3e. Et Scott McLaughlin qui partait dernier. Qu'est-ce qui est arrivé avec Scott McLaughlin? C'est qu'il a eu un accident en qualification. La meilleure qu'on qualifie sur circuit ovale lorsqu'il y a 2 courses, c'est 2 tours. Le premier tour, ça te place à savoir où est-ce que tu te lances pour la première course. Et le deuxième tour, c'est pour la deuxième course. Et Scott McLaughlin a eu un accident dans son premier de 2 tours, donc il n'a pas eu la chance de compléter son deuxième, bien évidemment. Et il partait 27e lors des 2 courses. Il a réussi à ramener la voiture en 4e place lors de la première course de la fin de semaine en Iowa. Mais chez Penske, là, on va se dire, on n'a pas été capable d'aller chercher la victoire avec Newgarden qui domine sur le circuit d'Iowa. Mais au moins, on a quand même été chercher 2, 3 et 4e place avec cette écurie-là. Donc, quand même assez satisfaisant pour l'écurie Penske pour la première course. Peut-être une petite nouvelle avant de passer à la course du dimanche, c'est Nolan Segal. En toute fin de course, Nolan Segal a eu un accident, ce qui a amené le drapeau rouge avec environ 18 tours à faire à la course. Segal a subi une commotion cérébrale légère qui l'a empêché de courir la course de dimanche. Donc, des fois, c'est rapide, un petit ovale comme celui d'Iowa, mais
l'affaire, c'est que on l'appelle le shortest short track au monde. La plus petite piste rapide, parce que c'est même pas 1000 le circuit d'Iowa. Mais Seagull a perdu le contrôle dans le virage 3, s'est retrouvé dans le mur. Ça semblait être un contact banal, mais le fait la manière qu'il a rentré dans le mur, c'est qu'il a comme reculé directement avec son aileron arrière dans le mur. Donc, ça lui a pas eu vraiment ça n'a pas été absorbé par un pneu ou quelque chose. Donc, commotion cérébrale légère. Et du côté de McLaren, on a pris la décision que s'il n'était pas capable de courir le dimanche, on ne le remplaçait pas. Donc, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été capable de courir le dimanche. On ne l'a pas remplacé. Mais c'est difficile. Des fois, tu penses, c'est pas un gros accident. Mais malgré les safer barriers, qui est comme le mur de styrofoam, si on veut, qui protège les voitures au lieu de toucher le mur de béton. Mais ça a été quand même assez suffisant pour le tenir à l'écart. Il a été, jusqu'à jeudi, un gros point d'interrogation pour Toronto. Ça a forcé son écurie, Arrow McLaren, de faire appel à un pilote de réserve au cas où qu'il ne soit pas capable de courir du côté de Toronto. J'aurai la chance d'y revenir un peu plus tard. Dans la deuxième course, maintenant, c'était Alex Palou qui partait en pole position de cette course. Il avait quand même été capable de se classer quand même satisfaisant de partir premier, surtout dans son cas. Plus souvent qu'à son tour, lorsqu'il part en pole, il est capable d'aller chercher la victoire. Mais il l'a fait. Il l'a fait, mais c'est pas parce qu'il a été le meilleur en piste, comme ça a souvent été le cas depuis le début de la saison. Mais cette victoire signée en Iowa dans le cas de Palou était un peu avec de l'aide de la chance. Je vous explique ce qui est arrivé. 2 fois au niveau de la course, à un certain moment, Joseph Newgarden, David Malukas ont pris la chance de s'arrêter à un certain moment, tentaient l'undercut si on veut, et au moment où ils entrent dans les puits ou dans les tours subséquents, il y a un drapeau jaune qui est arrivé qui fait que justement, ceux qui s'étaient arrêtés étaient déjà 1 ou 2 tours derrière ceux qui ne s'étaient pas arrêtés. Dans le fond, vu que c'est tellement court comme tour du côté de l'Iowa, vu que les autres allaient s'arrêter, ils se ramassaient derrière. Donc, admettons, Newgarden s'arrête, se retrouve 18e parce qu'il s'est arrêté, parce qu'il se remet un peu derrière ceux qui ne l'étaient pas. Donc, 2 fois dans la course, ça a été le cas. Ça a volé la victoire, selon moi, à Newgarden ou à David Malukas dans la course de dimanche. Mais tu sais, une fois, c'est une chose, mais 2 fois, parce que tu ne le sais pas, sur un circuit comme ça, où ce que tu sais que tu dois faire un arrêt, tu prends soit la chance, tu t'arrêtes plus tôt, ou tu t'assures d'y aller le plus tard possible. Mais plus que tu t'arrêtes plus tôt, plus que tes pneus sont plus avantageux sur les autres, tu as le temps de rétrécir l'écart comparé à si tu t'arrêtes plus tard parce que les pneus sont plus usés. Mais Palou l'a cherché comme ça, cette victoire-là, finit devant son coéquipier Scott Dixon et un autre qui fait partie de chez Meyer Shank Racing, mais qui a l'association avec Ganassi, c'est Marcus Armstrong. Donc, c'est ça le podium du côté de la course 2 en Iowa. Mais moi, c'est qu'est-ce qui me tracasse, ou pas qui me tracasse, mais c'est qu'on dirait que tout tombe bien pour Alex Palou. C'est vraiment incroyable, honnêtement, de voir ça. Combien de fois que c'est pas parce qu'il domine, mais il est juste tellement chanceux, puis ce qui fait qu'il domine le championnat depuis le début de la saison 2025. Je vous ai parlé de la course numéro 1, que Scott McLaughlin a quand même fait une belle course, ramenant la voiture en 4e place. Ça n'a pas été le cas lors de la course numéro 2. Dans le fond, McLaughlin partait 27e, je vous l'ai dit. Dès le premier tour, accident avec le pilote canadien Devlin DeFrancesco. DeFrancesco perd le contrôle et Scott McLaughlin, malheureusement, est au mauvais endroit, au mauvais moment, est impliqué dans l'accident. Puis il n'y avait aucune faute pour le pilote de chez Penske, mais c'est une saison comme ça, c'est le même à chaque fin de semaine pour McLaughlin qui commence à la trouver extrêmement dure. Il est tellement sympathique, j'ai eu la chance d'y parler à Toronto, mais humble, terre à terre, puis il m'avait dit, tu sais quoi, je vais apprendre de ça. Je vais apprendre dans la difficulté. Je sais que je suis capable de gagner ce championnat-là, je suis capable de gagner des courses, mais je vais en sortir grandi pour la suite de ma carrière. Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que
ça prend beaucoup de maturité. Oui, il a la maturité, Scott McLaughlin, mais quand c'est pas dans ton pouvoir, OK, oui, l'accident en qualification, c'est un peu de sa faute, mais quand tu te fais impliquer dans un accident comme ça, quand tu es juste au mauvais endroit, c'est dommage. Puis je sais que McLaughlin trouve ça extrêmement difficile par les temps qui courent et même depuis le début de la saison 2025. Peut-être une dernière histoire avant de terminer sur l'Iowa. Un peu dommage parce qu'une écurie qui a très peu de budget depuis quelques années dans la série IndyCar a eu un petit accident au retour de l'Iowa parce qu'avant de passer à Toronto, les haulers, qui sont les vannes où ce que les voitures sont transportées, un des haulers de Juncos Hollinger Racing, celui de Stingray Robb, a pris feu sur le chemin du retour vers Indianapolis. Ce qui est arrivé, c'est un feu dans le pneu et ça s'est tout propagé dans le hauler. Donc, l'écurie a dû travailler très fort au courant de la semaine avant de passer à Toronto pour justement être capable de courir lors de la fin de semaine à Toronto. Ils ont réussi, mais dans le cas de Stingray Robb, il y a eu un accident dans la course 2, ce qui a fait qu'ils sont partis pas mal plus tôt que les autres. C'est-à-dire que tout le monde qui partait de l'Iowa s'en allait tout vers Indianapolis. Ils ont tous été pris dans ce trafic-là. Mais au-delà de ça, je pense que ça l'a uni, cette écurie-là. J'ai vu à Toronto, ils avaient une remorque de rechange qu'ils utilisent du côté du Indy Next. Donc, mais la malchance, là, quand t'as pas de budget, puis si ça arrive des histoires comme ça, moi, je me demandais, il va arriver quoi, là? C'est pas Penske, c'est pas Ganassi, c'est Juncos. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Évidemment, ils étaient là à Toronto, puis ils ont quand même eu des bons résultats dans l'ensemble. Ils ont fait partie de la course. Puis souvent, c'est ça qui est important parce que dans une écurie comme ça, où tu te batailles pour justement te retrouver dans le cercle des meneurs pour l'argent supplémentaire au terme de la saison, tu peux pas te permettre de rater une course. C'est extrêmement dommage. L'impact des points quand tu es aussi bas au classement est d'autant plus important que si tu es au haut du classement. Donc, c'est ce qui met un terme sur le retour sur l'Iowa Speedway, course 11 et 12 dans la série IndyCar. Après une petite fin de semaine de congé, à ne pas être en Iowa, dans le milieu des champs de blé d'Inde et tout ça, des éoliennes, j'ai repris la route mercredi pour me rendre à Toronto. C'est le fun de voir qu'au lieu que ce soit l'inverse, c'est moi qui aille à l'IndyCar, que l'IndyCar vienne à moi au Canada. On est chanceux. On est extrêmement chanceux d'avoir la série IndyCar. Toutes les courses sont dans le Midwest américain. Il y en a quelques-unes en Californie. Peut-être éventuellement au Mexique à cause de Pato O'Ward. On est chanceux d'avoir ça au Canada. La réponse des gens à Toronto cette fin de semaine, il y a beaucoup de Québécois. J'ai entendu du monde parler francophone, parler français, l'accent québécois. C'est un happening d'avoir ça. C'est une série extrêmement compétitive. Ouais, vous allez me dire, Alex Palou domine pas mal, c'est pas trop compétitif. On dirait la Formule 1 dans les belles années. Mais ça attire les gens, c'est une proximité. Les paddocks, tu peux payer, tu as accès, tu vois toutes les écuries. Tu peux payer pour être dans les puits. En Formule 1, tu peux pas avoir ça. Puis les gens aiment ça. Le vendredi, c'était gratuit si tu faisais un don à la fondation Make-A-Wish, qui est avec les enfants malades, bien sûr, ceux qui veulent atteindre leurs rêves et tout ça. Mais la réponse un vendredi avec autant de gens, la première pratique en fin d'après-midi, les gradins étaient bondés. Un vendredi après-midi. Ça n'a pas passé sous silence auprès des pilotes. Moi, j'ai été extrêmement impressionné. J'ai été fier d'être Canadien. À ce moment-là, j'ai toujours été fier d'être Canadien, mais le point n'est pas là. De voir qu'on répondait présent, qu'on prouve encore une fois à la série IndyCar à quel point c'est important de venir au Canada. D'autant plus avec tout ce qui se passe actuellement. Ce sera mon seul point là-dessus, mais très, très, très content de ce qui s'est passé cette fin de semaine. Il a fait beau, il n'a pas fait trop chaud. Je pense que vendredi, c'était 23 degrés avec une petite brise. 26 le samedi, puis aux alentours de 29, mais pas chaud.
C'était quand même formidable comme température. Le jeudi, première des choses, j'ai fait la marche sur la piste. On a eu la chance de voir bien des choses. C'est quelque chose. Je l'avais fait à Saint-Pete, là, mais de voir à quel point, je me rappelle parce qu'au mois d'avril, j'avais été à Toronto avec ma copine, puis j'avais fait le tour du circuit, mais il n'y avait pas de mur. Là. C'est un stationnement autour du BMO Field, qui est le stade où jouent les Argonauts de Toronto dans la Ligue canadienne de football, ou les Toronto FC dans la MLS. Mais à quel point tu pars de rien dans une des artères les plus importantes de Toronto, le Lakeshore Boulevard. C'est le fun, c'est challengeant. Les pilotes n'étaient pas super contents le vendredi par rapport à la qualité de la piste. On demandait de faire des correctifs. Il y avait des nouvelles bosses. Ben c'est ça au Canada. On a un hiver, puis souvent l'année suivante, il y a des ajouts que tu ne t'attends pas. C'est pour ça que c'est important de faire la marche sur la piste. C'est pas nécessairement comme le circuit de Mid-Ohio qui n'est pas la même réalité. Dans le cas de la séance de qualification maintenant, Colton Herta décroche la pole position pour une deuxième année de suite. L'année passée, en 2024, bien sûr, il avait signé la pole et gagné la course à partir de cette pole position. Dans le cas d'Herta, c'est une saison difficile, mais on dirait qu'il y a un petit déclic qui manque. Il y avait beaucoup de rumeurs à savoir s'il s'en allait en Formule 1 l'année prochaine. Mais là, avec des résultats comme ça, je pense que ça va être difficile pour Colton Herta. Ça va prendre une grosse fin de saison pour être capable de le placer potentiellement en Formule 1 avec la nouvelle écurie d'Andretti. Oui, Colton Herta va chercher la pole. Ça faisait quand même un petit moment qu'il ne l'avait pas eu, là. Colton Herta. En fait, ça date de Détroit. C'était sa deuxième cette année. Mais à ses côtés, c'est Alex Palou. Il est encore là. Il est toujours là. Et Palou se retrouve sur la première ligne, complète celle-ci avec Colton Herta. Il était quand même content, Alex Palou, après la séance de qualification. J'ai eu l'agréable chance de faire une entrevue 1-1 avec Alex Palou. Après justement la séance de qualification, j'avais parlé à Colton Herta un peu plus tôt le samedi, donc j'ai décidé d'y aller avec le meneur au championnat. Voici l'entrevue réalisée avec le meneur au championnat, Alex Palou. Je suis avec le meneur du championnat de la série IndyCar, Alex Palou. First of all, Alex, how you feel about this weekend after qualifying? It's pretty good, starting second here. Oh yeah, great. Honestly, super happy with our qualifying. Starting second is great. You always want more, but honestly, our target today was to be in the top 10. Fast 6 was already like a win for us. So to be starting on the front row tomorrow gives us a huge opportunity to try and have a good race, a good start of the race, and try and see and choose our strategy. So yeah, looking forward to it. How you stay flat-footed with all your results this year? How you stay focused on the big goal and not stay too high, a little bit too high, never too low? Yeah, I mean it's quite easy. Honestly, we have an amazing team around us, and at the end of the day, the only thing we need to do is focus on this weekend. This weekend for us is the most important. Obviously, we have the championship there, and we're thinking about the championship, and we're going to do everything we can to win the championship. But for us, the most important thing is to try and win Toronto. We know that that's going to get us in the best position as possible to try and win the championship. So yeah, we're only thinking about tomorrow. I have to ask because you mentioned the points in championship. You try to do it as quick as possible. Yeah. To clinch it maybe next weekend in Laguna. It's possible mathematically. How you see it, or you say, "Oh, I'll go over the bridge after that." Yeah, honestly, as long as we are capable of winning the championship this year, that's the goal. But obviously, yeah, I want to win it. If I could win it tomorrow, I would do my best to win it tomorrow. So yeah, again, the best. Our best option to try and win it as quick as possible, or to ever win it, is to win this weekend in Toronto, and then obviously push for next weekend as well. Thank you, Alex. Thank you. Have a good weekend. Peut-être avant de passer à mon prochain point, je ne sais pas si vous avez remarqué le sourire d'Alex Palou dans cette entrevue. Il y a des gens, des pilotes qui sont humbles, qui sont terre à terre, et ça, c'en est un.
il pourrait me regarder de, tu sais, je suis pas là à tous les jours avec lui, puis il m'a donné autant de temps et autant de qualité d'entrevue que si j'étais la TV principale qui couvre la série IndyCar. Et pour moi, c'est le fun, c'est une certaine marque de respect de voir ça par quelqu'un qui domine comme ça, qui est en ligne pour un 3e championnat de suite, un 4e en 5 ans. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun et il était très généreux dans le cas d'Alex Palou. Depuis le début de la saison, j'ai parlé souvent de Dale Coyne Racing et leur manque de budget et Rinus VeeKay qui fait des miracles. Et surtout qu'il y a un ingénieur qui est montréalais, Michael Cannon, mais le fait que VeeKay se retrouve dans une écurie, ça a été le dernier à signer son contrat au mois de février, à environ 2 semaines du début de la saison. VeeKay, encore une fois, a fait des miracles et se qualifie en 9e place. C'est un peu spécial parce que ils sont 2 voitures dans cette écurie-là. Il y a Jacob Abel aussi, mais Jacob Abel a beaucoup de difficultés à sa première saison dans la série IndyCar, mais VeeKay, encore une fois, démontre qu'il mérite une meilleure place sur la grille ici dans la série IndyCar, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir une entrevue 1-1 aussi avec Rinus VeeKay après la séance de qualification samedi. Et c'est dur de ne pas sentir que c'est dommage parce que c'est un talent. C'est une personne incroyable. Et je pense que c'est une question de temps. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour lui dans une autre écurie avec plus de budget, avec un meilleur volant? Ça va être difficile pour l'année prochaine, mais c'est impossible. Ce gars-là se retrouve chez Chip Ganassi, exemple, ou chez Penske, a probablement 1 ou 2 victoires cette année. Donc, c'est dur de le prédire, mais c'est mon avis qu'il pourrait avoir beaucoup de succès, être un prétendant au championnat des pilotes. Voici justement mon entrevue avec Rinus VeeKay suite à la séance de qualification. Je suis avec le pilote chez Dale Coyne Racing, Rinus VeeKay. Rinus, I started in French because it's my premier language, but I had to ask another great result in qualifying. 9th place, it's pretty good. It was like if you had not the penalty, it's a fast 6 probably. Yeah, I think fast 6 was possible. It was a bit of a messy fast 12. It's really hard to get the balance right, so I think we just missed it in the fast 12, but we can be very happy with fast 9 now. I just spoke to your engineer, Michael Cannon, told me like there was something on turn 6 that put the tires a bit on the marbles and the tires were done at this point. Can you explain what happened? Yes, just we had a lot of understeer in the fast 12, so it's turn 6 is the longest duration corner, so we just built a lot of understeer. I missed the apex a little bit, unfortunately, but it's okay. It's a long race tomorrow, so I think we can have a good one. How is it challenging this track in Toronto? It's really slippery. We've heard some drivers complaining about it yesterday, like the concrete, it's really, really slippery. There's no grip. Is it the same thing today? Yes, it got a little bit better now with everybody running qualifying tires, but definitely still very hard. It is a challenge. A lot of work, but it also makes it really makes it feel really good when you put a good lap down. I remember we talked in St. Pete. I asked you the same question. You were the last one to sign your contract this year. Yes. 2 weeks before St. Pete, and I think you exceeded expectations for this year for how short time you had to prepare. You see the same thing at 13 points, a few top 10s, and everything. Good results. I agree. It's been really good. It's been really fun. So still 5 races to go. So I'm planning to get close to the top 10 in the championship. But it's been really good this year. I have to ask one last question. It's Canada. It's Toronto. But you like being here in Toronto? You like it? Oh, I love it. It's a good city. Very multicultural. A lot of good food comes with that. So just like the people, like the food, like the city, and definitely try to go out as much as possible to enjoy the good food and everything the city has to offer. I just remembered I had one last question. I talked to you about Michael Cannon. Yes. I spoke to him earlier. How his addition to the team makes you better with the team in general and what he brings with his expertise in engineering? Yeah, he brings a lot of knowledge. So it's like the Adrian Newey of IndyCar. So he has a lot of experience and he knows exactly what window we need to be in. So it's really good to have him to just rely on his experience.
Thank you, Rinus. Cette entrevue-là avec Rinus VeeKay, justement, ça démontre à quel point c'est accessible la série IndyCar. J'étais tout juste à côté des vannes, dans les paddocks, et je veux juste le voir. Hey, est-ce que tu peux venir me donner une entrevue? C'est le fun parce que c'est pas comme ça tout le temps, puis c'est pas tous les pilotes, justement, qui décident de le faire. Et chapeau à VeeKay, mais il était très, très, très content, bien sûr, de cette séance de qualification et de sa saison en général. Donc, content de vous partager ces commentaires. C'était très important pour moi de le faire. Dans la fin de semaine, là, j'ai parlé un peu de la séance de qualification. Je ne suis pas rentré dans l'étendue de ce qui s'est passé dans cette séance-là. Peut-être juste rajouter quelque chose, par exemple. Cal Kirkwood a été extrêmement rapide toute la semaine, toute la fin de semaine en fait. Moi, c'était mon choix pour gagner la pole position, mais il a fait une erreur lors du Fast Six. Et c'est dommage parce que Kirkwood, pour moi, s'il gagnait la pole, probablement gagnait la victoire parce que c'est le roi des circuits de ville depuis le début de la saison. On a gagné 2 sur 3. Mais il a fait une erreur qu'on n'est pas habitué de le voir sur ce type de circuit-là. Donc, ça l'a un peu raté sa course dans le cas de Cal Kirkwood. Dans l'échauffement matinal du dimanche maintenant, juste pour mettre en contexte, il y a eu de la pluie dans la nuit de samedi à dimanche. Je me suis tellement couché tôt que je m'en suis pas rendu compte, mais le matin, quand je me suis levé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'accumulation d'eau dans la région de Toronto. Et ça a fait que lors de l'échauffement matinal qui commençait à 8h32 lors de dimanche matin, il y avait beaucoup d'eau sur la piste. Les pilotes ont commencé sur les pneus pluie. Il y en a certains qui se sont aventurés à mettre des pneus qui sont secs. Ça a été le cas de Santino Ferrucci et il a payé le prix littéralement. En tentant de pousser sa voiture au maximum à la sortie du 7e virage, il a frappé le mur et ça l'a abîmé sa voiture. Mais il faut juste lui mettre en contexte, la course était prévue pour 12h30. La voiture est abîmée des deux côtés. Vous le voyez à la reprise au même moment. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'écurie de justement Santino Ferrucci et J-Fort Racing parce que, première des choses, désolé pour l'anglicisme, c'est que la voiture était abîmée des deux côtés. Il restait 2 heures. Il devait être sur la grille de départ pour 11h25 en prévision du drapeau vert de midi 22. Ils ne l'ont pas fait parce que, première des choses, il y avait l'argent, les pièces manquantes et le temps qui était contre eux. Et ils devaient à un certain moment se dire, on doit penser à la prochaine fin de semaine, à Laguna Seca qui arrive quand même assez rapidement. Donc, ils ont pris la décision de ne pas participer à la course. Ça a un impact sur le classement championnat des pilotes pour Ferrucci qui était dans le top 10. Et je me pose la question, parce que vous l'avez vu aussi sur l'image, Santino Ferrucci avait un sac de glace sur sa main, semble s'être blessé à son poignet dans cet accident-là. Ça a quand même frappé dur, là. C'est pas un virage extrêmement rapide, mais on dirait que il s'est pas raté, mettons. Donc, est-ce qu'il aurait été capable de conduire cette voiture-là quelques heures après? Et moi, je le sais, je l'ai entendu dans une entrevue qu'il a dit, si je me reblesse, je peux être à l'extérieur du circuit pendant quelques semaines pour le temps de récupérer, puis il reste seulement 4 courses à la saison. Donc, est-ce que ça vaut le coup de peut-être... il s'est dit que non, donc ça n'a pas été le cas pour Ferrucci. Donc, décevant pour lui. Il partait quand même plus loin, il partait 23e. Il l'a démontré dans les dernières courses qu'il était capable de se ramener dans le top 10 et même sur le podium à quelques occasions. Maintenant, la course. Colton Herta partait en pole, Alex Palou à ses côtés. Mais non, ce n'est pas ces deux-là qui ont signé la victoire dans cette course. C'est Pato O'Ward, encore une fois, 2e fin de semaine de suite où le pilote mexicain Darrell McLaren signe la victoire. Et pas devant n'importe qui, devant le grand boss de McLaren, Zach Brown, qui était présent à Toronto. Et Pato qui partait 10e, encore une fois, un petit problème en qualification, c'est récurrent. Mais lui, il a joué un peu à la Alex Palou, il a eu de la chance. Je vous explique un peu la situation. Les pneus tendres, qui sont les pneus plus rapides dans le moment de qualification, avaient une vie qui se détériorait quand même assez rapidement, une durée de vie. Donc, ils doivent faire un minimum de 2 tours sur le verre avec ce pneu-là. En course, au moins 2
sur chaque train de pneus disponible. Et au deuxième passage, il s'est arrêté pour passer à la gomme plus dure et s'en débarrasser et dire bon, c'est fait, j'ai fait mes tours nécessaires avec ces pneus-là, puis finir la course avec les pneus plus durs. Dans le cas de Pato s'arrête, même chose dans le cas de Scott McLaughlin et d'autres pilotes justement qui ont été dans le coup dans cette course-là. Et boum! Scott McLaughlin, que je viens de vous parler, que j'ai parlé en long et en large depuis le début, s'arrête au même moment. On n'est pas capable de mettre la noix qui maintient la roue en place et perd le contrôle 3 virages plus loin, perd son pneu parce que ça a débarqué. Et ça, c'est un autre exemple de sa malchance. Et on l'a vu en les larmes aux yeux, littéralement, lors de son entrevue à la télévision. Mais dans le cas de Pato, qu'est-ce que ça a fait au-delà de l'accident de Scott McLaughlin qui a mené à ce jaune, c'est que ça l'a mis dans une bonne posture. Parce que quand il y a des drapeaux jaunes, des neutralisations, souvent, il y en a un autre qui vient, puis un autre qui vient. En anglais, on dit « cautions breed cautions », où les drapeaux jaunes mènent à d'autres neutralisations. Pato qui avait décidé de faire la stratégie de 3 arrêts dans cette course et là a été aidé bien sûr. Il y en a eu d'autres neutralisations en fait dans la course. Il y en a eu 5. Il y en a eu une au 15e, au 30e, au 37e et au 88e tour. Donc suffisamment de tours pour être capable de sauver d'essence et d'être capable de se débarrasser justement de ses pneus plus tendres le plus rapidement possible dans le cas de Pato O'Ward. Mais pour lui, sa 9e victoire en carrière, sa 2e cette année. Vendredi, on lui a parlé lors du bullpen. J'ai pas le contenu parce que j'ai réalisé cette entrevue-là avec un collègue de TSN et malheureusement, TSN veut garder ces droits-là et c'est normal. Mais je peux vous le dire, il nous a dit c'est jamais une bonne fin de semaine à Toronto pour moi. C'est extrêmement difficile. C'est difficile pour mon écurie aussi. Et de quelle façon de mettre ça derrière lui. Il a été actif en course. Il y avait une bonne stratégie, mais il a passé beaucoup de voitures en course qui a fait que ça a marché. Parce que tu peux bien avoir la stratégie que tu veux, d'avoir une certaine chance, mais s'il ne se retrouve pas à dépasser des pilotes qui ont parti devant lui, mais il ne gagne pas au terme de la course. Donc, c'est ça, dans le cas de Pato O'Ward. Très content. Ça a été une victoire extrêmement populaire pour les fans à Toronto. Pato qui est très apprécié, c'est le pilote le plus populaire dans la série IndyCar. Et pour une ville comme multiculturelle comme celle de Toronto, la réaction des gens était vraiment spectaculaire, littéralement. Donc, même quand j'ai fait mon retour là, après la course, pour mon petit recap, à un moment donné, les gens applaudis, sont partis à courir après Pato O'Ward, quasiment passés entre moi et ma caméra. Donc, c'était quand même drôle, mais c'est fou comment des choses comme ça arrivent. Et c'est bon pour la série IndyCar de voir un pilote comme lui, d'être capable d'aller chercher quelqu'un qui est généreux de son temps, ça fait beaucoup jaser, ça fait jaser surtout pour les bonnes raisons. Et imaginez si en 2026, on réussit à confirmer une course à Mexico City pour Pato O'Ward, ça serait incroyable. Ça serait incroyable pour le pilote et pour les gens du Mexique. Donc, c'est ça. Quand même assez de belles choses dans cette course-là. Justement, on va aller écouter Patricio O'Ward après la séance de course, la course de 90 tours. Il revient sur sa victoire à Toronto. Yeah, thank you. I like the sound of that. I was not expecting that going into this weekend. Hats off to the boys and girls at Auto McLaren, also Team Chevy. We keep making our Sundays so much harder than what they have to be. Qualifying has been not our friend, but Sundays have been, and I feel like the gist of this year for at least the 5 side, it feels like it's always a recovery Sunday. It's always been a recovery Sunday. We just keep fighting our way forward, and today it was honestly a very similar approach to what I had in Mid-Ohio. Like we got hosed by just timing in that qualifying here. We've been struggling a bit on the alternate, which sadly is the one that you need to transfer. But I knew I had such a strong car on the preferred tire for the race,
and I had a car that I could attack with. I got a car that I could really put it where I needed to, at least just to get by people. Like we had to get really aggressive there at sometimes, and we had to get our elbows out a little bit if we want to keep this championship just somewhat of a conversation. So it's always good to feel that way, and that gives you that little extra edge to really be able to make these days come to fruition, really. So they did a great strategy, and then I made sure that was going to be the winning one. Je retourne quelques minutes en arrière. Tantôt, j'ai parlé de Rinus VeeKay. Il y a une question que je lui ai posée. Ta saison, est-ce que tu es au-delà des attentes? Il avait dit 100%. Je vous rends ça quand même assez simple, là. Mais il en a ajouté en allant chercher un podium à Toronto. J'ai été content parce que quand j'ai réalisé l'entrevue avec lui le samedi, jamais je m'attendais à ce qu'il se retrouve sur le podium. Ça a été dur de mettre de l'argent, exemple là-dessus. J'utilise l'expression. Mais, oui, il s'est retrouvé sur la deuxième marche du podium. Pour lui, c'est son meilleur résultat en carrière depuis. En fait, son meilleur résultat, c'est une victoire à Indianapolis, mais depuis 2021, dans une écurie comme Delcon Racing. J'étais content pour lui. Et à la blague, je lui ai posé la question lors du point de presse d'après-course devant tous les journalistes. Je lui ai dit, bon, mais le lendemain, tu rajoutes une deuxième place. Tu te sens comment, justement? Voici sa réponse à Rinus VeeKay après la course. First of all, Rinus, we talked a lot yesterday. We talked about how you exceeded expectations this year, signing your contract 2 weeks before the start of the year. Not bad adding second place the day after that, and how you feel with all it's going for the first 13 races of the year. Yeah, I'm really happy. I think we exceeded expectations to start the season with a P9 in our first race. And this is our 7th top 10 of the season, 4 more races to go. And I'm tied for my personal most top 10s in the season. So that's already really good. And it's been 3 years since I've been on the podium, 3.5 years. So it just feels great. And it's been a while since I've been up here. So it's great to celebrate it again. And I really feel like this whole team is coming alive right now. Peut-être un petit point à rajouter sur VeeKay. Il m'a dit que c'était son 7e top 10 cette saison. En fait, je suis allé vérifier, c'est bien le cas. Pour lui, ça égale son sommet en carrière. Deux semaines avant le début de la saison, il n'avait même pas de volant. Moi, ça me fait capoter. Pas le temps de connaître son stratégiste, son ci, son ça, les moyens. Il se retrouve pas de test, absolument rien, et il se retrouve à réaliser des résultats comme ça. C'est spectaculaire. Il est maintenant 11e au championnat des pilotes. Donnez-lui un meilleur volant, s'il vous plaît. Ça presse. Ça presse. Vous l'avez vu dans son sourire comment il était content de faire ça. En tout cas, c'est certain qu'il attire les regards des grosses écuries. J'ai bien hâte de voir les décisions qui seront prises au cours de l'entre-saison dans le cas de VeeKay. Ce sera certainement à surveiller. Autre belle histoire. J'aime ça. J'aime ça vous partager des belles histoires, vous le savez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du dernier épisode après Mid-Ohio, j'ai parlé en long et en large de Kyffin Simpson. On a eu l'entrevue avec Michael, Scott Dixon. Michael, il nous a dit ça ne sera pas trop long avant qu'il se retrouve sur un podium pour la première fois en carrière. 2 semaines plus tard, chose faite. Kyffin Simpson, 20 ans seulement, se retrouve sur la 3e marche du podium à Toronto. Et qu'est-ce qui est plus le fun dans le cas de Simpson, c'est que lui a un commanditaire canadien qui s'appelle Journey Rewards. Et content pour le jeune parce que, je l'ai dit souvent, j'ai toujours eu un doute à savoir s'il était prêt à avoir un volant aussi important chez Chip Ganassi Racing si on compare à ses 2 coéquipiers, Alex Palou et Scott Dixon. 20 ans, et là, il va chercher son podium à Toronto. J'étais content pour Kyffin. Je l'avais posé la question jeudi lors de la conférence de presse d'avant week-end de course. J'ai dit, comme l'éponge, parce que c'est comme ça qu'on l'avait qualifié du côté de Scott Dixon et Michael, à quel point il était une éponge. Mais il m'a dit, ouais, je suis content, je progresse bien, ça va bien, mais là, d'aller chercher ce podium-là. Et sur la grille de départ, je lui ai parlé. J'ai dit, c'est moi ou j'ai remarqué que tu avais une feuille d'érable sur ton casque.
il avait fait un petit clin d'œil au Canada sur son casque pour la fin de semaine. Et bien sûr, son commanditaire qui est canadien. Il m'avait dit, ouais, j'aime bien ça, je trouvais ça le fun de le faire. Je lui ai posé la question après la course à savoir si c'était justement de la chance qui lui était apportée justement. Puis il m'a dit, je vous laisse l'écouter en fait, je vais vous laisser justement le pilote de 20 ans être capable de vous donner cette réponse. Voici Kyffin Simpson. Second one is for Kiffin. We talked on the grid about your maple leaf on your helmet and talking about Journey Rewards home race. How does it feel to get it in the home country of your sponsor? And is it a good luck charm, the maple leaf on your helmet? Yeah, it's kind of funny you mentioned that because before the weekend started, when everyone was seeing the helmet for the first time, a couple of my crew guys were saying like, if you get a podium this weekend, there's no way you'd never wear that helmet again. But I mean, the plan was for me to wear it just this weekend, and then I was gonna, I don't know yet, but yeah, it's something to think about for sure. Great to get the first podium at Journey's home race. So it was great they had a bunch of people here and a bunch of people that work at the company, and it was great to meet all of them, and having them here supporting me as well was great. So super happy to be able to get it done for Journey today. Donc, chose faite pour le pilote Kyffin Simpson. Et là, ce sera pas très, très facile pour lui parce que sur circuit ovale, il l'a avoué, c'est difficile. Il y a de la difficulté à s'adapter à ce type de circuit-là. Mais le Laguna Seca, ça s'en vient. Il s'est amélioré sur ce type de circuit-là. Il y aura bien sûr celui de Portland. Donc, est-ce qu'il sera capable de peut-être aller chercher une victoire d'ici la fin de la saison? Ça me surprendrait. Mais, il y a 3 mois, jamais j'aurais pensé qu'il se retrouvait sur un podium cette saison. Et je suis content pour le jeune pilote de Chip Ganassi Racing. Prochain point, déception chez Andretti Global. Je l'ai parlé de Colton Herta, partait en pole. Son coéquipier Cal Kirkwood, qui partait 6e. Ils ont été rapides, ils ont dominé toutes les séances de la fin de semaine. Marcus Ericsson se qualifie de peine et de misère le samedi parce qu'il y a eu un problème avec un conduit de ses freins. Ils ont été capables de le corriger juste à temps pour qu'il soit capable d'aller en piste pour la qualification. On se qualifie 8e. Mais sur ce type de circuit-là, si Andretti ne gagne pas, c'est une déception. C'est une grosse déception et ça a été le cas. Mais quand même, ils ont réussi à ramener les 3 voitures en 4e, 5e et 6e place. Mais Colton Herta était certainement déçu, là. Il avait tout entre ses mains pour aller chercher la victoire. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est difficile cette année, autre Cal Kirkwood, qui a bien sûr 3 victoires. Mais dans le cas d'Herta, toujours en quête d'aller chercher cette première victoire cette année. Donc, j'ai hâte de voir. Il a déjà gagné sur le circuit de Laguna Seca, qui est la prochaine course dans la série IndyCar. Mais Herta, est-ce qu'il va être capable de justement être capable d'aller chercher une victoire d'ici la fin de la saison? On va surveiller ça, c'est certain. Aussi, je vous ai parlé de Penske en Iowa, je vous ai parlé de qu'est-ce qui s'est passé avec Scott McLaughlin. Vous allez le voir à la reprise. Ça a été une autre catastrophe cette fin de semaine. Will Power a sauvé la mise pour une énième fois depuis le début de la saison avec une 11e place. Scott McLaughlin, son accident, perd sa noix qui tient justement son pneu. Joseph Newgarden impliqué dans un accident où il n'y a aucune responsabilité. Jacob Abel, contact avec le mur. Newgarden arrive, la voiture d'Abel monte sur celle de Newgarden. Et ouais, Newgarden donne pas beaucoup de commentaires aux gens. Et moi, j'ai voulu aller le passer en entrevue après son accident lorsqu'il est sorti de la tente médicale. Et il a donné l'entrevue à la télévision. Il est passé devant nous, pas de rien, pas d'entrevue. Que ce soit moi, Bob Buckras qui travaille pour Fox Sports et un autre journaliste de Front Stretch. Puis moi, je trouve ça dommage qu'il agisse de la sorte. Parce que c'est pas de la faute à nous autres s'il est aussi malchanceux cette année. Mais encore, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien hâte d'être... Je suis tanné d'en parler négativement de Penske. Parce que c'est pas négativement, mais c'est plus de la malchance, une erreur humaine de mal tenir le pneu, de mal l'installer, en fait. C'est pas de la faute des 2 pilotes, mais
c'est un peu spécial ce qui est arrivé du côté de Toronto, encore une fois. Prema. Je vous ai déjà parlé de Prema Racing. C'est la première année qu'il court dans la série IndyCar. Robert Schwartzman avait obtenu son meilleur résultat en carrière du côté de l'Iowa avec une 9e place. C'était le meilleur résultat aussi chez l'écurie Prema. Oui, il y avait eu la pole du côté d'Indianapolis pour Schwartzman. Mais là, à Toronto, on a encore fait mieux avec Callum Ilott, son coéquipier avec une 8e place. Donc, on progresse du côté de cette écurie-là. Et c'est le fun. C'est le fun pour ces gens-là qui travaillent très, très fort, là. C'est une écurie qui a beaucoup de succès en Europe. Mais là, doivent justement s'établir et prendre de l'expérience dans la série IndyCar. Mais une 8e place à leur première année, c'est vraiment pas banal. Au moins, Callum Ilott a beaucoup d'expérience dans la série. Il a couru pour quelques écuries et encore une fois, prouve qu'il est capable d'aller chercher des bons résultats pour épauler son coéquipier Schwartzman. Donc, est-ce qu'ils seront capables de peut-être aller chercher un podium d'ici la fin de l'année? J'en doute, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout avec les courses qui s'en viennent, peut-être sur circuit ovale. Peut-être que c'est à un certain moment que ça peut peut-être arriver un podium, un top 5 du moins pour l'écurie Prema. Puis à une première année, je suis certain que n'importe qui de chez cette écurie-là aurait signé en bas de la feuille pour dire « Ah, je suis prêt à y aller avec ça ». Voici justement le top 10 de la course du côté de Toronto. Pat O'Ward en première place, suivi de Rinus VeeKay et Kyffin Simpson sur le podium. Colton Herta, Marcus Ericsson et Cal Kirkwood 4, 5 et 6. En 7e place, c'est Graham Rahal qui avait obtenu une bonne qualification en 5e place. Un autre top 10 pour Rahal. C'est pas un type de circuit qui donne beaucoup de succès à l'écurie Rahal, Leatherman, Lanigan. Et là, une 16e place, très content pour Graham. 8e, j'ai parlé de Callum Ilott. David Malukas semblait se diriger vers une victoire. A été malchanceux, a dû s'arrêter en raison qu'il a pris l'autre stratégie, la même stratégie que le meneur au championnat, que je vais vous revenir dans quelques instants. Mais Malukas est très près. Je serais vraiment pas surpris que d'ici la fin de la saison, David Malukas ait sa première victoire, passé très proche en Iowa, passé très proche à Road America. Je dis Road America, mais Gateway, ça s'en vient. Ça s'en vient. Imaginez-le avec un meilleur volant que chez AJ Foyt Racing. C'est certain que ça pourrait être beaucoup mieux pour le pilote natif de Chicago. Et en 10e place, c'est Scott Dixon, le vétéran, qui complète le top 10. Là, vous vous dites, il est où Alex Palou? Il a manqué de chance cette fin de semaine. Enfin, pour la première fois en 13 courses. Je rigole. Mais termine 12e Alex Palou. Donc, Pat O'Ward, qui était 2e au championnat, fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire terminer devant Palou et gruger des points au championnat, ce qui va empêcher Palou d'être capable de s'assurer, j'allais dire un terme anglais, s'assurer du championnat à partir de Laguna Seca. Palou a pris la stratégie de commencer sur les pneus plus durs et de faire le séquence avec les pneus plus tendres, plus tard dans la course. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné donc pour Palou. Mais je suis certain que tout le monde était bien content du côté de Toronto, surtout dans la série IndyCar, de ne pas voir Palou dominer, surtout qu'il partait 2e. Ça aurait pu être facile pour lui d'avoir la bonne stratégie, mais il a avoué que c'était son choix de prendre la stratégie de commencer sur les pneus durs. Il s'est battu pour l'avoir et il ne l'a pas eu. Mais ça prouve qu'il est humain. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est ça du côté de Toronto. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de plaisir pour tout le monde. Et ça mène justement au prochain point qui est le championnat des pilotes dans la série IndyCar. Pat O'Ward est toujours 2e derrière Alex Palou. Maintenant, 99 points de retard. Après l'Iowa, c'était 128 points. Donc, quand même en deçà de 100 points. C'est encore possible mathématiquement, mais ça va être difficile. Ça va prendre un peu de malchance dans le cas de Palou. Kirkwood est 3e. Il a gagné 3 courses depuis le début de la saison, mais il est maintenant à 173 points de retard. Ça a été extrêmement difficile pour lui et son écurie du côté de l'Iowa. Mais Kirkwood, 173 points. Scott Dixon, 174 points de retard. Ensuite, je vous laisse les positions 5 à 10. Christian Woodgard, Felix Rosenquist, Marcus Armstrong, Colton Herta, Will Power et David Malukas, le top 10. Mais c'est une course à 2. Et même là, ça va prendre un miracle. Et probablement une victoire de Pat O'Ward, un abandon de Palou du côté de Laguna Seca la prochaine fin de semaine.
Mais c'est une question de temps avant que Palou signe un troisième championnat dans la série IndyCar de suite. Est-ce qu'on va avoir un petit miracle? Zach Brown a dit, après la course justement, que lui, il croyait au miracle et qu'il allait tout faire pour mettre Pat O'Ward dans les meilleures circonstances pour être capable d'aller chercher ce championnat à la fin de la saison. Ça serait extrêmement surprenant que ça arrive, mais justement, si tu n'y crois pas, c'est dur de penser que tu es capable de le faire. Vous le savez, on a quelques opportunités lors de la fin de semaine pour rencontrer les pilotes. La première, c'est lors du bullpen du vendredi. J'ai eu une bonne discussion avec le pilote David Malukas. Il est 10e au championnat, je viens de le dire, mais à la porte d'un siège potentiellement chez Penske, j'ai posé justement plein de questions, entre autres justement comment il gérait ces rumeurs-là. Je vous laisse l'intégralité de l'entrevue que j'ai réalisée avec le pilote de la voiture d'AJ Foyt Racing, David Malukas. Hey, how are you? Good. Good to be back in Canada. Yeah, it feels very good. This is one of my favorite tracks, honestly. Just doing laps. When I choose a track to do on the simulator, this is one of my favorites. So I'm very happy to be back. I have to ask, I see the standings. You're 11th, Santino 10th. It's pretty good for AJ Foyt Racing. It's a good progression since last year. I think you're doing really great things with all the team and your teammates. The team's been doing a fantastic job. It's been, a progression. There's been a lot of new people. Obviously, I'm fresh, and I feel like our team in general is a bit more on the younger side, which, coming through that start of the season, we're making some mistakes, and every time we learned it and used it to our advantage. And I feel like we've seen that progression. And now at this point, we're on that upward trajectory. And, my goal and the team's goal is to make sure that any race weekend you come into, be like, who's going to be up there? Who are going to be the top guys? We want to make sure that AJ Foyt is going to be part of that conversation where it belongs. I have to ask, how do you manage all the rumors the last few months? You listen to it or? No, I mean, look, after 2024, I had an incredible amount of rumors about my hand and, I saw some crazy stuff about my hand. It's just like fully filled with metal and he's never going to drive again. I mean, people just come up with these things out of nowhere. So after whatever 2024 gave me, I am built to withstand anything you put in front of me when it comes to the internet. When I see your resume in IndyCar, Dale Coyne, Meyer Shank, McLaren, you did one race? No. No, we did a test. Yeah. A few tests. It's still a few months with McLaren. And this year with AJ Foyt, it's a lot of learning, different perspective, how you see it. Does it help you? In 2024, I thought, after losing the McLaren ride and the injury and everything, I had a negative mindset on all of it. I said, okay, well, this is the hardest thing I've ever had to gone through and was mentally pretty worn out by it. But thankfully, I had a miracle with Meyer Shank and got into another car and secured a multi-year deal here with AJ Foyt Racing. And now, if I look back, I actually think it was a whole positive intake because without that injury and with the injury, I was able to experience multiple different drivers. I was able to experience races outside of the track, seeing how it is from a strategist standpoint. So I could see the outside perspective, realizing as drivers, we don't know what's going on in the car. There's so much information to learn. And I mean, being at a young age, I learned so much. I learned from all the drivers at Andretti, at Shank, and even McLaren, and from Dale, and now I'm here, and I've pretty much seen half the paddock on how they drive, and I'm able to put all of that information into my driving and make myself better. I remember at the Indy 500 after the race, you told, at the start of the year you get to know, and you knew that in May with all the month with the team, it would help all the things to get the season going. Yeah, I see your results, the races after that, qualifying 2, 4, 7. Third last race, pretty good since the Indy 500. Was it a turning point? It's obvious, but yeah, I think just through my experience of my first time coming through IndyCar and at Dale Coyne Racing, we were kind of struggling to figure out the chemistry and what I needed with the car up until May. Having May, you wake up, it's racing, you go to bed, it's racing, you're with everybody, it's like your second family. So having a whole month of studying and learning the car and learning each other, we're able to put all the information into the car. So I almost just knew, I said, look, it's going to be a little bit up and down, but when May comes, I really do think it'll have a big turnaround. And I mean, the results have been there, it's shown, and we have had that big turnaround. So very happy with how things have progressed and very happy that it's kind of gone according to plan. Is it in your mind that you're close to your first win? I think know last weekend was pretty close, and then you just get an unlucky yellow. Look, I mean, IndyCar is
I mean, if you even talk to the veterans of this paddock, they're saying they haven't seen a field this competitive their entire career. So IndyCar is an incredible challenge to win. I mean, you need everything, but you also need luck on top of it. That's just how the game is. Just with every driver being at just the top of the top, you need to be at 110%. So any result that you can take in and any top five performance and knowing that you had a chance to win it is a very good weekend at the end of the day. Avec tout ce qui s'est passé depuis l'an dernier dans le cas de Malukas, il a beaucoup appris avec les hauts et les bas, sa blessure avant la saison l'an dernier qui l'a empêché d'avoir son volant chez McLaren. Mais de le voir avoir autant de succès, c'est certainement satisfaisant. Bien hâte de voir s'il va justement trouver une place du côté de Penske ou une autre écurie pour la suite de sa carrière. Mais ce qu'il fait avec AJ Foyt, tout comme son coéquipier Santino Ferrucci, est certainement très, très, très satisfaisant. Aussi, il y a un autre pilote que j'ai rencontré, c'est le dernier point de ce balado cette semaine, c'est Linus Lundqvist. Linus Lundqvist, c'est la recrue de l'année en 2024 dans la série IndyCar, mais n'a pas de volant cette année. C'est extrêmement dommage pour Lundqvist. C'est lui qui a été appelé en relève par l'écurie Arrow McLaren pour être le pilote de réserve si Nolan Segal n'était pas libéré par la série IndyCar pour être capable de courir en raison de sa commotion cérébrale de l'Iowa. Mais il a quand même été disponible pour le bullpen au cas où. Et j'ai eu une bonne discussion parce que c'est rare un pilote avec autant de talent et tout ça de ne pas se retrouver avec un volant dans la série. Donc voici l'entrevue avec Linus Lundqvist. How does it feel to be in team clothes this weekend? I saw you at Mid Ohio 2 weeks ago in the street clothes. How do you feel to be with McLaren clothes and be here ready to go if something happens? Honestly, better than I think I thought it would be. Obviously, I miss driving. I don't want to be driving, but I was telling some other people, just being around a team, working with a team, listening in on, team meetings and having to chat with engineers. I love that too. So it feels good, and obviously, I'll take this opportunity to learn as much as I can because our McLaren, as you've seen, is a pretty damn good team. So hopefully, I can pick up a couple of things and add to my roster of knowledge. And like I said, I'm here available, ready to go if something were to happen. And like I said, I'm basically at every race. Now I'm just in team clothing. And how do you find this situation, Rookie of the Year, not having a seat? I have to ask, it must be tough for you to all this situation. Yeah, I mean, obviously it is very, very tough. I think, especially because it's not the first time I've been in this situation. And 2023 was the same deal when after the Lights Championship, I wasn't able to find a ride and I was on the sideline. And, it hurts, it stings. But I'm also not one to sit at home and feel sorry for myself. I know that, it's very rare for the phone to call. It's more so you're going to have to make the calls. And, I told myself my job this year is basically to stay on top of people's minds. And I think this was a great example of I've done my job so far this year. To have the call from Aaron McLaren say that, hey, we want you in case Nolan isn't cleared to drive, I think is a testament that I've done a decent enough job so far this year. But at the end of the day, I want to be back driving. I'm gonna knock on wood, but if it's a track that can have something can happen, it's if I remember Rossi last year got hurt on practice and for sure had to fly. But yeah, I remember. You find it challenging in Toronto? Yeah, I think. Find me a driver. Yeah, find a driver that don't find it challenging. I think everybody's gonna say the same thing. It's an awesome track. I love it, but it is challenging. I mean, it's a street course, and all street courses are tough, but this one especially because it has very low grip and changing of surfaces and very bumpy. But that's also what makes it so rewarding. Like when you put a lap together or put a good race together, it's very, very good. I have two last questions. You've been with Meyer Shank Racing, Chip Ganassi, and McLaren the last 3 years. For a rookie, if I can call you a rookie, you're not the rookie, but it's pretty impressive to your CV, your curriculum vitae to have all this learning. How does it put you for the rest of your career? Yeah, like you say, when you put it like that, it sounds pretty good. I'm proud to have been with all of these teams. Obviously now with Arrow McLaren, it's still very new. Weekend hasn't really started yet, but I can already tell that it's a top team. The way that they work, the way that they operate. So I also take this weekend as a learning experience because obviously these are some of the guys that I've never met before to see how they work, how they operate, and maybe I can have some input. I don't know. I don't think so. These guys are way smarter than I am, but
you know, I'm happy to be here and with the team and learn and, like I said, stay ready. And if something were to happen, I'm ready to go. I have to ask one question about Canada. Mm-hmm. What? It's my home country. Uh-huh. What's the thing that you like the most about Canada? What's the first thing that comes in mind for you to about when you come to Toronto or Canada? I mean, it might be a little cringe, but the first thing that comes into mind is the racetrack. That is this one. Yeah. Because I watched obviously IndyCar growing up and whatever, and this was one of my favorite tracks to watch. And I'm not sure if you remember, but when Felix Rosenqvist did a couple of races in lights in 2018, he came here and won, like on his, I think it was his second ever race in lights. And ever since then, I made it my goal to also win. I never got to race here in lights, which means that I have to try to win an IndyCar. So, step one is to get on IndyCar and then try to win. But Thank you for your time, and I wish you the best of luck for the rest of the career. Hope to see you back on track. So I hope so too. Thank you. Maintenant, la série IndyCar prend la route de Laguna Seca pour la prochaine épreuve, la course numéro 14 de 17 dans cette saison 2025 de la NTT IndyCar Series. Une course de 95 tours sur le circuit de Salinas ou Monterey en Californie. La course est prévue à 15h22 sur Fox, TSN+, et sur un des canaux de TSN. Alex Palou a gagné 2 des 3 dernières années sur ce circuit. Scott Dixon en 2023 et Colton Herta en 2021 ont été les autres gagnants sur cette course de la Californie. Après ça, ce serait semaine de congé pour tout le monde. J'ai eu la chance de parler avec quelques écuries qui soit reviennent avant d'aller à Portland ou il y a un test à Portland, mais tout le monde est très, très, très fatigué de ce mois de juillet complètement fou dans la série. Mais il en reste une au mois de juillet et c'est à Laguna Seca, le fameux circuit de Laguna Seca où il y a beaucoup d'actions. C'est un magnifique circuit du côté de la Californie. J'ai bien hâte de revenir sur la prochaine épreuve dans la série IndyCar du côté de la Californie. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce 9e épisode du balado 500 Gasoline Alley. Merci tout le monde d'avoir été là et à bientôt.